Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyon. Bonjour Bénédicte. Bonjour Alexandra. Alors, mon invité aujourd'hui, c'est Bénédicte Curand. Vous êtes la fondatrice d'une société qui s'appelle Recettes et Cabas. Donc, vous allez nous apprendre un petit peu à nous organiser pour cuisiner et faire nous-mêmes à manger. C'est un défi concernant, vous allez voir. En tout cas, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. On est accueillis par le Mix Café à Tassin-la-Mibune, un très joli lieu d'événementiel et de coworking qui vient d'ouvrir, où on est très bien accueillis. Bénédicte, vous le savez, la première question de l'émission, c'est de savoir si vous êtes une femme engagée. Et si oui, ça veut dire quoi pour vous être une femme engagée ? Alors, en effet, je me sens engagée dans ce que j'entreprends. C'est un engagement personnel très fort. C'est une entreprise que j'ai créée il y a maintenant 11 ans. D'accord. Et je n'aurais pas réussi à en faire quelque chose, à aller au bout de mon projet si je n'avais pas été engagée dès le départ. Donc, ça ne se fait pas par hasard. Déjà, on part dans un domaine, dans un univers qui nous plaît en général. Et ensuite, pour arriver à passer tous les obstacles, les périodes de découragement, parce qu'il y en a beaucoup, eh bien, il faut y croire et s'engager vraiment pour arriver à trouver les ressources, trouver l'énergie. Et voilà, donc ça, c'est mon principal engagement. Après, il y a l'engagement plus personnel avec l'éducation des enfants. Je trouve qu'il faut être engagé aussi pour réussir dans ce domaine. Et là, on n'est pas formé pour. On découvre bien souvent au fil des ans et chaque âge a ses spécificités. Et voilà, ça nécessite aussi une certaine force et un engagement. Voilà comment je le vois. Donc, vous avez la particularité d'être, non seulement vous êtes dirigeante d'entreprise, femme dirigeante d'entreprise, mais vous avez créé votre propre concept. Ça vous est venu comment, l'idée de Recettes et Cabas ? Alors, j'avais une envie, après une première carrière professionnelle d'une quinzaine d'années dans un tout autre domaine, qui était le monde des études et du développement, du business développement. J'avais très envie d'évoluer dans le milieu du culinaire. Donc, je cherchais une idée. Mais moi, ce que je voulais, c'était apporter un vrai service, apporter quelque chose de différent. D'accord. Et donc, j'ai eu écho de ce concept qui était très développé dans les pays du Nord. Et j'ai trouvé ça très malin, vraiment très astucieux. Je me suis dit, ça, c'est vraiment différent de ce qu'on peut trouver. Donc, c'est un concept de panier à cuisiner pour les particuliers. D'accord. Et finalement, c'est assez simple, mais ça n'existait pas. Voilà. Bon, ça nécessite, c'est à la fois des bons produits, mais aussi du service, parce qu'il y a toute la création de recettes qui va autour. Donc, en fait, on reçoit, c'est un abonnement pas forcément, c'est moi. Non, on peut. Il y a un système de commande automatique pour les clients très réguliers qui n'ont pas envie d'aller sur le site chaque semaine. Mais sinon, on peut commander à la semaine. D'accord. Donc, on reçoit en une fois plusieurs recettes qu'on aura choisies la semaine d'avant sur notre site, sachant que les recettes changent chaque semaine. Et donc, on a un choix de recettes. On en choisit entre 3 et 6 par semaine pour le nombre de personnes de son foyer, 2 à 6 personnes. Et on reçoit en une fois toutes les recettes avec tous les ingrédients dosés en juste quantité pour cuisiner. Donc, ça répond le premier besoin auquel ça répond. Il y a bien sûr le fait de ne pas avoir à faire des courses. Ça, c'est quand même un gain de temps et une corvée, une mise, c'est clair. Mais c'est surtout la charge mentale allégée, quoi. C'est le fait, on est tous concernés, alors plus les femmes, maintenant les hommes de plus en plus s'occupent de ça aussi, mais c'est quand même plus les femmes qui, bien souvent, la journée, ça revient, mais qu'est-ce que j'ai bien pouvoir faire ce soir ? Il faut que, voilà, c'est un poids, il va falloir que je passe faire les courses ou j'ai rien dans mon frigo, voilà, ça revient. Et là, avec cette formule-là, on rentre, on prend sa recette, on sort ses ingrédients, on cuisine et on a son repas prêt en une demi-heure. Alors, alléger la charge mentale des femmes, c'était une ambition au démarrage, ou c'est parce que l'idée venant, oui, ça répondait en plus à ce besoin ? C'est vrai que moi, c'est arrivé, cette création, c'est faite au moment après mon troisième enfant. Et bien évidemment, j'ai vécu tout ça au même titre que plein de femmes. Je ne veux pas trop féminiser la chose encore une fois, parce que, mais voilà. Et du coup, je voulais trouver quelque chose, une formule qui puisse soulager
Donc vous êtes maman de 3 enfants et vous avez créé mon entreprise après. Et je trouvais que cette formule répondait en tout point à ce qu'on attend, quoi. À la fois se faciliter la vie et puis en même temps pouvoir cuisiner soi-même à partir d'ingrédients non transformés, parce que ça aussi, oui, c'est un autre point. Au-delà du côté pratique, il y a quelque chose aussi qui était super important pour moi, c'est le bien manger, se manger sain, avec des bons produits non transformés. Moi, je déteste la surconsommation, le gaspillage, et voilà, ça répondait en tout point. Parce que, et avec des fournisseurs locaux, hein, avec le bilan, d'accord. Faire en local, parce que sinon on tournerait autour des mêmes produits, des mêmes fruits et légumes toute l'année. Donc, il y a cette vraie démarche de sourcer au niveau local en priorité, et évidemment de suivre les saisons et de fournir pratiquement aucun produit transformé. Alors vous qui vous êtes confronté au monde de la création d'entreprise, est-ce que vous avez eu l'impression que être une femme, c'était un avantage, un inconvénient, ou finalement pas un sujet aujourd'hui, qu'on soit un homme ou une femme? Est-ce que les étapes sont les mêmes? C'est quoi votre retour d'expérience après 10 ans? Honnêtement, moi, c'est vrai que ça n'a pas été un sujet. J'ai absolument ressenti aucun frein, même parfois, on peut dire au moment c'est sur les aspects financiers que ça peut se freiner un peu. Non, on m'a plutôt fait confiance parce que justement, je pense que j'avais tellement de convictions et que j'avais tellement envie voilà, j'y croyais tellement, j'avais tellement d'arguments que c'est bien passé, on m'a suivi. Ça n'a pas été un frein. Alors, précédemment, dans l'entreprise où j'ai travaillé, c'est vrai que je travaillais, les fondateurs étaient des hommes, mais bon, quelques années après, j'ai été associée dans l'entreprise et il y avait une grande confiance et c'était plutôt, j'ai été très bien accompagnée, aidée et mise en confiance. D'accord. Leur propos, c'était de dire que les femmes étaient plus compétentes que les hommes. Ils allaient même, en tout cas dans l'univers, dans le domaine où on exerçait. Et voilà, donc je suis plutôt partie avec en confiance, quoi. Alors, on va reprendre un petit peu de champ, mais quand vous étiez petite, vous vouliez faire quoi plus grande? Vous aviez quoi comme rêve, toute petite fille? Alors, j'ai envisagé différents métiers, mais c'est vrai que, alors moi, j'ai évolué dans le monde de l'alimentaire. Mes parents étaient commerçants dans l'alimentaire. C'est la troisième génération. C'est quand même déjà bien bien immergée. Et c'est vrai que, voilà, ça, c'était quelque chose qui revenait souvent, cette notion de commerce alimentaire. Bon, je savais pas trop le formaliser, mais en tout cas, ça tournait autour de ça. Et bon, voilà, mes parents m'ont plutôt incité à faire autre chose, ce qui était très bien, parce que j'ai appris plein de choses et puis j'y suis revenue après. Et votre rêve de petite fille, vous m'avez pas répondu. Elle a toujours le Mon rêve de petite fille, qu'est-ce que... Vous étiez quel genre de petite fille? Vous aviez plein de rêves, vous étiez studieuse, vous étiez assidue, J'avais pas de rêve vraiment formalisé. D'accord. En fait. Ouais. Non, je ne saurais pas dire. Donc vous vous laissez porter et dans cet univers familial qui est très orienté sur la gastronomie, faire plaisir, faire ça, recevoir la convivialité, etc. Les métiers de bouche. Ouais, les métiers de bouche. Ouais, ça peut être à un moment donné la restauration. Voilà, mais j'ai continué. Le projet n'a pas abouti et finalement, voilà, je suis très heureuse d'être partie dans cette voie parce que c'est justement quelque chose de différent et ça se rapproche davantage. C'est dans notre quotidien et ça apporte une vraie valeur ajoutée, un vrai service. Alors, vous faites quoi comme études? Alors, j'ai fait des études de marketing et d'abord une licence LEA, d'accord, dont j'ai appliqué à Lyon. Plutôt une maîtrise, pardon, c'est loin, donc voilà. Réputation interne, on a 11 heures des perles, c'est vrai. Et ensuite, j'ai fait un 3e cycle, donc une 5e année en marketing et management. D'accord. Et voilà. Et ensuite, j'ai eu une première expérience. Premier job, c'est quoi? Premier job, c'était dans une société de communication qui créait des concepts déjà autour de la restauration. L'idée, c'était d'apporter, d'inciter les gens à aller au restaurant. Donc, c'était une formule de carte, aller à 2. Ah, ok, d'accord. Faire sur les 2. Voilà. Donc, je travaillais
dans cette entreprise pendant 1 an et demi, on m'avait donné un projet intéressant qui était de créer une formule plutôt pour les jeunes, une carte pour les jeunes. Donc, il fallait que je trouve un cinéma, des restaurants, des bars, des commerces qui proposent un avantage intéressant pour les jeunes. Et donc, ce qui était vraiment sympa avec ce projet, c'est que j'ai dû le mettre sur pied vraiment de A à Z avec 0 budget. Ah donc, oui, trouver les sponsors, déjà, on sort de développement, voilà, tout, et puis jusqu'à la commercialisation. Donc ça, c'était vraiment chouette parce que c'est un projet qui a vu le jour. D'accord. J'avais vendu, donc j'étais toute jeune, j'avais 22 ans, mais je crois qu'on avait vendu quelque chose comme 5000 cartes. Ah oui, quand même. C'était plutôt, oui, c'est pas mal. Voilà, on allait faire les sorties des lycées, des packs, tout. Et, ça me plaisait déjà, cette en fait, D'accord. Et puis après, je suis rentrée directement dans l'entreprise où je suis restée une quinzaine d'années. J'ai passé par différents postes. Alors, c'était quoi cette entreprise? Vous faisiez quoi? Enfin, c'est quoi votre fonction? Alors, moi, je suis rentrée pour faire de la téléprospection. Ouais. Alors, on travaillait en B2B. Donc, on approchait des décideurs pour leur proposer, on faisait de la prestation externalisée pour des entreprises qui cherchaient à se développer, donc à externaliser leur force commerciale, en tout cas la démarche amont de prospection. D'accord. Et il y avait une deuxième activité qui était l'activité des études, donc études de marché, de satisfaction client, études de benchmarking, n'importe. Et moi, j'ai travaillé longtemps après en tant que chargée d'études. Et puis après, voilà, il y a eu différents postes. J'ai été chef de projet. Bon, j'ai complété un peu augmenté mes compétences avec pas mal de déplacements sur Paris à ce moment-là, parce que nos clients étaient beaucoup sur Paris. Et puis donc jusqu'à rentrer au comité de direction de cette entreprise qui faisait une trentaine de personnes. D'accord. Là, j'ai appris beaucoup. Ok. Et j'ai trouvé ça très, très formateur. Parce que quand on est dans une structure de petite taille, on se pose toutes les questions qui touchent à toute la gestion d'une entreprise. Et forcément, voilà, ça m'a vraiment appris beaucoup. C'était quoi les enseignements que vous avez retirés de cette expérience? Toutes les décisions à prendre, tenir un budget, enfin toutes les notions économiques, arriver à finaliser une mission avec un budget donné. Là aussi, j'avais de l'engagement parce que c'était difficile. Ça a été facile d'évoluer dans cette entreprise ou il a fallu aussi faire sa place, prouver? Ça s'est fait assez naturellement. D'accord. Assez naturellement, puisque on était une petite structure. Moi, j'étais trop motivée, mais la difficulté, c'était les clients qui étaient très exigeants. Donc, parfois, il fallait donner beaucoup de soi-même pour finaliser une mission dans les temps. Donc ça, vous faites ça pendant une quinzaine d'années. Mm-hmm. Et là, après, vous vous dites, c'est quoi le déclic? Alors, le déclic, je crois que l'arrivée du 3e enfant, on prend du recul, on réfléchit un petit peu et on se dit, 40 ans, c'est pas tellement par rapport à l'âge, mais je veux dire, j'avais envie de faire autre chose. D'accord. J'avais ça en moi déjà depuis de nombreuses années, ça ne m'est pas tombé de ça. Ouais. Je suis comme ça d'un coup, mais j'avais vraiment cette envie de créer ma propre structure. C'était quelque chose qui me... Ça vous poursuivait. Ça me poursuivait bien grisant, comme un projet, quelque chose qui me mettait des petites étoiles dans les yeux. C'était... Et donc, je cherchais toujours une idée. Ah, d'accord, vous étiez à l'affût. J'étais quand même à l'affût. Okay. Et jusqu'au jour où cette idée m'est tombée dessus. Et je me suis dit, ça n'existe pas. Je pense que c'est un sujet à creuser. Et donc, j'ai décidé à partir du moment où j'ai détecté qu'il y avait suffisamment de signaux positifs pour y aller, j'ai décidé de quitter mon entreprise. J'ai travaillé 1 an sur le projet avant de pouvoir me Ah oui, d'accord. Ok. Être prête avant la création. Il a bien fallu une bonne année à temps complet, non-stop de travail pour faire toute l'étude de marché pour le coup, valider si le potentiel était suffisant, pouvoir interroger un échantillon de clients potentiels. Alors, c'est vrai que vous étiez un peu au cœur de là, c'était votre projet de fait pour vérifier, pour éprouver un peu son idée. Voilà, j'étais plutôt à l'aise sur ces parties-là. Je suis même allée en Suède pour voir comment ça fonctionnait chez eux.
Donc, vous avez l'idée, vous vous dites, tiens, là, il y a quelque chose, vous tournez un petit peu autour et vous vous dites, non, il y a vraiment quelque chose à creuser. Et après, l'étape suivante, c'est parce que vous passez d'un statut salarié, maman de 3 enfants, c'est engageant, vous en disputez à la maison, j'imagine. Enfin, comment... J'en ai parlé beaucoup. J'ai saoulé un peu tout le monde avec ça. Okay. À la maison, beaucoup. Dans mon entourage, mes amis. Enfin, c'est vrai qu'on a souvent cette crainte de ne pas vouloir parler de son projet. Ouais. Moi, c'est pas un conseil que je donnerais parce que la probabilité pour qu'on pique votre idée, elle est finalement elle est assez faible. Moi, ça m'a énormément apporté d'en parler parce que, bon, je vous renvoie des choses qui ne sont pas forcément ce que vous avez envie d'entendre sur le coup. Parce que alors, il peut y avoir des réactions très positives, mais aussi des freins, et puis finalement, on laisse décanter tout ça, puis on se dit, mais oui, il faut traiter ça. C'est vrai, c'est un vrai sujet. Donc ça, c'est tout du temps d'économiser des erreurs qu'on ne fait pas par la suite. C'est ça. Donc oui, au début, ça a été beaucoup de collecte, beaucoup de collecte d'informations, et puis plus avancé, plus c'était concret. La recherche de fournisseurs, le site internet, toute la chaîne de gestion du froid, de distribution à domicile, en relais. Enfin, bon, il y avait beaucoup de sujets parce que c'est très lourd. C'est assez lourd à mettre en place, donc beaucoup d'obstacles, de difficultés, mais bon. Vous avez pas eu peur? Vous êtes pas... eu forcément des moments de découragement, mais quand on croit, quand on y croit vraiment, même s'il y a des moments de découragement, bon, après j'avais compris le truc, je laissais décanter. Les points de blocage, je les laissais un petit peu pendant quelques temps, et puis j'avançais sur autre chose de plus facile, et je revenais, et puis finalement ça se décantait parce que voilà, j'avais récupéré une piste. Je me suis fait accompagner aussi par une structure, le CIDF, qui dépend de sa chambre de commerce. Et c'était des rendez-vous tous les 3 mois. Ça, j'ai bien apprécié parce que j'avais une interlocutrice qui me... Voilà, j'exposais mes mes avancées, et elle me donnait en retour ses questionnements. Des conseils. Des pistes, des points à travailler. Voilà. Et ça, c'était un point de recul plus concret que ce que je pouvais avoir de façon informelle avec les amis. Et alors, rétrospectivement, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette aventure? Est-ce que c'est de franchir des étapes? Est-ce que c'est le tout début? Est-ce que finalement, c'est à chaque fois que quelque chose fonctionne, peut-être de se repositionner ou restructurer pour passer à l'étape suivante? Oui, je pense qu'il faut de la méthode. D'accord. Quel que soit de toute façon ce que l'on fait, il faut... Parce qu'au démarrage, vous êtes toute seule, forcément. Vous êtes obligée de lancer votre projet avant de pouvoir recruter des gens et qui viennent étoffer un peu votre équipe, non? Oui. La première année, j'étais vraiment seule. Mais bon, voilà, j'avais découpé les sujets en grands chapitres. Les appros, les emballages, la logistique, le site internet, etc. Bon, d'accord. Suivant, j'essayais de me fixer des objectifs. Ouais. J'ai fait une petite feuille de route pour chacun des chapitres, un petit rétro-planning, et j'essayais avec des couleurs, et j'essayais dès que ça passait au vert, c'est que l'étape était franchie. Voilà, j'essayais de faire des choses visuelles comme ça pour avancer, pour avoir cette notion c'est de la gestion de projet en fait. Mais quand on n'a jamais fait de gestion de projet, on fait avec son bon sens, quoi. Donc un simple tableau Excel avec des petites cases, on arrive à avancer comme ça. Et puis je pense aussi moi, c'est ma façon de fonctionner, mais ne pas vouloir être trop ambitieux et se fixer des objectifs trop lourds. Commencer par exemple pour démarrer. Je démarrais sur Lyon. Je ne me suis pas lancée sur toute la France dès la première année. Non. Voilà. Et j'ai ciblé plutôt les familles et Lyon. Voilà. C'était mon première cible. Et Lyon, j'avais d'abord quadrillé les principaux arrondissements de Lyon, enfin tous les arrondissements de Lyon, plus quelques communes alentours. Et mon objectif, c'était d'avoir un dépositaire dans chaque arrondissement. Voilà, ça a été mon premier périmètre. Et puis, petit à petit, on a élargi. Après, des familles, on est passé à l'offre duo parce qu'on a eu très vite des demandes. D'accord. Voilà, petit à petit déjà,
je trouve que c'est pour soi-même rassurant. Ouais. Et puis, on engage moins de budget aussi. Et puis après, une fois que ça se fait, que le chiffre d'affaires arrive, et on peut, hop. Et c'est pas trop difficile d'être pris au sérieux vous changez complètement de secteur d'activité finalement, vous créez votre propre business autour d'un concept nouveau qui n'existe pas. Donc c'est-à-dire qu'il faut convaincre toute la chaîne, il faut convaincre les fournisseurs, je sais pas, j'imagine des producteurs, des agriculteurs, des gens qui travaillent peut-être avec des gros clients d'habitude. Vous n'avez pas peur de ne pas être prise au sérieux? C'est pas trop difficile de convaincre? Au départ, les volumes étaient petits. Oui. Donc, voilà, j'arrivais, je sonnais à la porte de fournisseurs. Alors, bien sûr, avec un certain nombre de fournisseurs, ça n'a pas été possible de travailler tout de suite parce que il fallait avoir un minimum de volume. Ouais. Je pouvais pas commander des palettes au départ avec ma commande. Donc, ça a été les commandes, c'était la première semaine. Ouais. Donc, on trouve d'autres solutions. Voilà, on se tourne voir les commerçants qui vont... la viande, c'est ce que j'avais fait. Hein. C'était un boucher qui me faisait du conditionnement sous vide, étiqueté, ça marchait comme ça. Et puis, petit à petit, après, dès que j'ai eu les volumes, j'ai pu me tourner vers... Et là, au moins, j'étais capable de leur annoncer des volumes, des quantités. Je ne partais pas d'une feuille blanche. Donc, vos conseils à ceux qui nous écoutent, c'est finalement, ce que j'entends, c'est de faire les choses par étapes et de pas se stresser, se fixer des objectifs atteignables. Ouais. Et on avance et on ne se décourage pas. Je pense que, voilà, moi, c'est le principal conseil que je donnerais, en tout cas aux femmes, puisque c'est le sujet du jour, et que je trouve que, c'est ce qu'on entend beaucoup dire, et c'est vrai, les femmes ont davantage peur de se lancer que les hommes. Et voilà, moi, je trouve que le fait d'y aller par étapes et de ne pas vouloir commencer trop gros ou vouloir tout faire en même temps, peut-être qu'on peut se mettre des objectifs à 5 ans et se dire, non, ce que je veux, c'est, voilà, ce qui me concerne, c'était livrer dans toute la France, ça a pu se faire, mais 5 ans après, voilà, ça s'est fait aussi assez naturellement. On avait une expérience, on était assez fort pour pouvoir le faire, on maîtrisait toute la chaîne, donc la prise de risque, encore une fois, était moins importante. Oui, c'est ça. Et alors, Bénédicte, si vous aviez-vous une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez? Quelles mesures vous prendriez pour que les femmes, elles osent plus s'engager, porter des projets, aller au bout de leurs idées? Alors, c'est facile à dire, mais je parlais de manque de confiance. C'est vrai que c'est un peu ce qu'on remarque chez les femmes, ce manque de confiance et ce manque d'estime de soi-même. Alors, il faut qu'elles aient davantage confiance. Bon, ça, c'est facile à dire, mais là, facile à résultat au final. Voilà. Mais je trouve que ce que vous faites là, c'est super. Mettre en lumière des femmes qui ont des parcours, qui ont créé leur entreprise, quelle que soit la taille de leur entreprise. Mais ça peut être aussi des femmes qui sont à la tête de très grosses entreprises en France. Et il y en a. Les faire parler, leur donner la parole plus souvent, parce que et puis c'est faire changer la mentalité des hommes aussi, que de banaliser, entre guillemets, ce type d'expérience. Alors, c'est vrai que les femmes sont freinées par ce manque de confiance, mais aussi inévitablement par les maternités. La charge familiale, qui est, même si les choses ont énormément évolué ces dernières années, malgré tout, les bébés, c'est quand même les femmes qui les mettent au monde. Et il y a un moment où on est obligé de mettre sa carrière entre parenthèses. C'est plus ou moins bien vécu, et dans l'entreprise, et par la personne elle-même. C'est très, très bien. Et voilà, mais pour d'autres, c'est malgré tout quelque chose à prendre en compte. Donc, ces deux éléments vont jouer inévitablement sur le fait, est-ce que je me lance, est-ce que j'y vais Et donc, accentuer le côté rôle modèle qui donne envie, qui donne confiance aux femmes et qui change un peu les mentalités des hommes. Oui, sans qu'il y ait... et il faudrait que petit à petit, tout ça contribuera à faire évoluer les mentalités. Et l'idéal, ce serait qu'on n'ait pas imposé des quotas. Par exemple, dans le monde politique, voilà, pour avoir la parité, on a établi ce système de quotas qui est très bien et qui était certainement un passage obligé pour que les choses bougent.
Mais ce serait tellement génial que ça puisse se faire sans qu'il y ait des lois, quoi, des choses écrites. Il y a encore un peu de travail. Mais les choses, il faut évoluer. Ouais, bien sûr. Très peu de temps. Donc, gardez espoir. Très bien. Bénédicte, merci beaucoup d'avoir pris ce café avec nous. Merci. On retrouvera vos recettes en ligne. On ira voir le site de Recettes et Cabas. On mettra le site internet en consultation. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour le Café des Lyon. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyon. Bonne semaine à tous. Merci.